Elle avait tout perdu, la maison, l'argent, le respect. Et pourtant, c'est là, dans les ruines de sa propre vie, qu'elle a tout reconstruit. Voici l'histoire vraie de Joy Mangano, une mère célibataire, épuisée, invisible, qui est devenue l'une des entrepreneuses les plus puissantes d'Amérique. David O. Russell l'a mise en scène dans Joy, sorti en 2015, avec Jennifer Lawrence dans un rôle qui va bien au-delà du simple portrait de femme forte. Ce film est une leçon de survie, et elle commence mal. Le jour du mariage de Joy, son père Rudy prend la parole devant tous les invités et annonce froidement que ce mariage finira en divorce. Joy le pousse à terre. Il se relève, un verre brisé à la main, et répète ces mots avec encore plus de certitude. Pour Rudy, l'amour romantique ne vaut rien face à la sécurité matérielle. C'est brutal, c'est cynique, mais il a raison. Quelques années plus tard, Joy se retrouve exactement là où il l'avait prédit. Divorcé, criblé de dettes, avec des enfants qui pleurent, un ex-mari sans revenu qui squatte son sous-sol, et un père colérique expulsé par sa petite amie qui vient lui aussi s'installer chez elle. Et ce n'est pas tout. Sa mère Terry ne quitte pas le canapé. Scotchée à ses feuilletons, elle ignore royalement le chaos qui règne autour d'elle. Sa demi-sœur Peggy ne rate aucune occasion de la rabaisser. Et Joy, elle, enchaîne les doubles journées comme agente au sol pour une compagnie aérienne low cost. L'estomac vide, les yeux cernés, les épaules courbées sous le poids de tout le monde. C'est ici que le film nous révèle quelque chose de profondément vrai. Joy n'est pas brisée par un seul coup du sort. Elle est usée par l'accumulation, par 17 ans de petits sacrifices invisibles. 17 ans à passer en dernier. Le réalisateur David O. Russell ne montre pas une héroïne qui tombe. Il montre une femme qui s'efface, lentement, jusqu'à ne plus se reconnaître elle-même. La nuit, Joy fait des cauchemars. Dans l'un d'eux, elle entre dans une église et voit ses proches pleurer sa version jeune, celle qui inventait, qui rêvait, qui croyait en quelque chose. Elle réalise qu'elle s'est laissée prendre en otage par la vie. Et puis vient le bateau. Trudy, la nouvelle compagne riche de son père, invite toute la famille sur son yacht. Tony, l'ex-mari, apporte du vin rouge. L'atmosphère est presque légère, presque normale, mais le bateau heurte une vague. Les verres volent en éclats. Et pendant que tout le monde continue de faire la fête, c'est Joy qui ramasse. Joy qui nettoie. Joy qui essore la serpillière, jusqu'à ce que les éclats de verre cachés dans le tissu lui lacèrent les mains. Ses mains saignent, et c'est là que tout bascule. Pas dans la douleur, dans la révélation. Essorer une serpillière ordinaire, c'est sale, c'est dangereux, et personne n'a jamais pris la peine de résoudre ce problème, parce que ce sont les femmes qui font ce travail, et que leur inconfort n'a jamais compté. Joy, elle, le voit autrement. Elle emprunte les crayons de couleur de sa fille. Elle dessine un plan. Elle se rend dans un atelier de réparation. Elle enroule 91 mètres de fil de coton pur, 40 fois, et elle crée la première serpillière auto-nettoyante et auto-essoreuse du monde, sans avoir mis les mains à l'eau une seule fois. C'est là que le film devient fascinant d'un point de vue psychologique. Joy n'invente pas par génie, elle invente par nécessité accumulée. Son invention naît directement de sa douleur quotidienne, et c'est précisément ça qui lui donne une valeur que personne d'autre ne pouvait concevoir. Les grandes innovations ne viennent pas toujours des laboratoires. Elles viennent parfois de ceux que la vie a forcés à regarder les problèmes en face. Elle convainc Trudy d'investir. Elle trouve un atelier. Elle embauche des femmes comme elle et leur apprend à assembler les balais. Pour la première fois depuis des années, Joy se sent exister. Mais le monde des affaires n'attend pas les rêveurs les bras ouverts. Les grandes enseignes refusent ces produits. Les surfaces de vente sont déjà monopolisées par les géants. Une représentante commerciale lui dit en face qu'une femme au foyer devrait rester chez elle élever ses enfants. Joy tente de vendre elle-même dans un centre commercial. La police confisque ses affaires. Elle rentre chez elle pour trouver des avis de recouvrement et son enfant qui a de la fièvre. Elle touche le fond. Et c'est là qu'arrive Tony, l'ex-mari, le raté, celui qu'on n'attendait plus, avec une connexion précieuse. Neil Walker, un homme du téléachat visionnaire, dont chaque sélection personnelle devient un succès planétaire. Neil lui donne 5 minutes. Les hommes dans la pièce rient. Une serpillière à $20? Inutile, trop cher, trop prétentieux. Joy ne se démonte pas. Elle leur dit « Je fais le ménage tous les jours. Je connais ce problème mieux que vous ne le connaîtrez jamais. Ce plastique léger est adapté à la prise en main d'une femme, parce que c'est une femme qui l'a conçu pour des femmes qui en ont besoin. » Neil cède. Il lui promet une séquence de téléachat en direct et lui demande de préparer 50 000 unités.
Joy hypothèque sa maison. Le jour de la diffusion arrive. Joy regarde depuis les coulisses, mais le vendeur choisi pour présenter son produit n'a jamais fait le ménage de sa vie. La démonstration tourne au désastre. Zéro vente. 50 000 serpillières coincées dans ses mains. Neil l'appelle. Il impute l'échec au produit. Le contrat prévoit une indemnisation dérisoire. Sa famille se retourne contre elle. Son père lui conseille de déposer le bilan. Sa demi-sœur jubile en silence. Joy signe les papiers de faillite à contre-cœur. Et dans le silence de cette pièce vide, seule face à ses ruines, elle prend une paire de ciseaux. Ce geste dit tout. Ce n'est pas une capitulation. C'est un adieu à la version d'elle-même qui laissait les autres décider de sa valeur. Le lendemain matin, elle fait irruption dans le bureau de Neil. Elle veut passer à l'antenne elle-même. Personne ne connaît ce produit mieux qu'elle, et Neil ne peut pas répondre à ça, parce que c'est vrai. Il accepte. Sous les projecteurs, Joy se fige. Un silence de mort envahit le plateau. Puis le téléphone sonne. C'est sa meilleure amie, qui joue une cliente ordinaire, qui parle de ses mains abîmées par le ménage, de ses doigts coupés par les éclats de verre. Joy s'entend dans cette voix, et elle parle. Elle parle avec ses mots à elle. Elle renverse du sirop sur le sol. Elle nettoie d'un seul geste. Elle fait pivoter le mécanisme d'essorage, sans jamais toucher le tissu mouillé. Elle raconte pourquoi elle a inventé ça. Elle raconte sa douleur. Et cette honnêteté traverse l'écran. En 10 minutes, 50 000 serpillières sont vendues, mais le succès attire la prédation. Le fournisseur augmente ses prix. Sa demi-sœur, chargée des négociations par son père, accepte tout sans autorisation et paie même des frais que Joy avait refusés. Puis vient la trahison la plus grave. Joy découvre que l'avocat de Trudy a, par erreur ou par négligence, permis l'enregistrement de ses composants sous un brevet étranger. Ses propres moules, ses propres designs. Il porte le nom d'une usine en Californie. Elle ne peut plus vendre ce qu'elle a créé. Ce moment du film touche à quelque chose d'universel. Le succès ne protège pas les gens vulnérables, il les expose davantage. Et dans un monde où les contrats sont rédigés par ceux qui ont déjà le pouvoir, les innovateurs sans réseau sont souvent les premiers spoliés. Joy aurait pu s'arrêter là. À la place, elle s'enferme dans sa chambre et épluche des documents de brevet pendant des nuits entières, jusqu'à remonter au cerveau de toute l'arnaque. Un agent qui a détourné les 50 000 $ de frais de protection en s'appuyant sur un brevet fantôme inexistant à Hong Kong. Elle organise une rencontre. L'homme la menace directement. Il insinue qu'elle pourrait disparaître, que personne ne saurait. Joy le regarde dans les yeux. Sans peur, sans trembler. Elle lui expose ce qu'elle sait. Elle lui montre qu'elle a tout documenté et elle lui laisse 24 heures pour corriger son erreur, avant que ses avocats n'entrent en jeu. L'homme capitule. Il rembourse les 50 000 $. Il en ajoute 50 000 de plus. Joy Mangano, la vraie Joy Mangano, a déposé des centaines de brevets dans sa vie. Elle a accumulé une fortune estimée à 150 millions de dollars. Elle a été nommée entrepreneuse la plus créative de l'année 2010. Tout ça avec une serpillière. Mais ce qui rend son histoire véritablement extraordinaire, ce n'est pas le produit. C'est qu'elle a refusé de laisser les autres définir sa valeur. À une époque où une femme qui inventait quelque chose était censée rentrer chez elle et s'occuper de ses enfants. Joy nous rappelle que la persévérance n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse. Elle est nocturne. Elle ressemble à des cheveux coupés dans une pièce vide, à des dessins sur du papier de coloriage, à une femme qui frappe à une porte qu'on lui a déjà fermée et qui frappe encore. Et vous, face aux trahisons, aux portes fermées, aux gens qui vous ont dit que vous n'étiez pas fait pour ça, qu'est-ce qui vous a empêché d'abandonner? Ou au contraire, qu'est-ce qui vous a fait lâcher trop tôt? Dites-le en commentaire. Je lis tout. Si cette histoire vous a touché, si vous avez senti quelque chose se serrer dans la poitrine à un moment ou un autre, alors vous êtes exactement au bon endroit. Sur Film Résumé Chrono, chaque film qu'on analyse cache une leçon de vie que peu de gens prennent le temps de voir vraiment. Abonnez-vous, parce que la prochaine histoire pourrait changer votre façon de regarder la vôtre.